Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et si vous venez de nous rejoindre, eh bien, nous sommes très heureux d'être en direct du Salon Silver Economy Expo, l'événement professionnel des services et innovation pour les seniors. Aujourd'hui, et bien entendu, ça continue demain. C'est Porte de Versailles, Hall 5.1. C'est un partenariat Sud Radio dont nous sommes très très fiers. On va en parler dans un instant justement sur cette Silver Academy qui devient un vrai moteur pour l'emploi et l'innovation dans nos territoires. Patrice Lassalle-Bareil sera avec nous dans quelques instants. Et puis, le grand débat du jour dans le sommaire, selon le sondage Odoxa Mascaret, publié ce mardi, Jordan Bardella serait élu président de la République si ce scrutin avait lieu dimanche prochain, Philippe. Et on vous pose cette question, sondage Odoxa, une victoire de Jordan Bardella vous semble-t-elle réaliste? Eh bien pour le moment, vous dites oui à 61% et donc non à 39%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 20h. Jordan Bardella, candidat du Rassemblement national pour la présidentielle de 2027. Marine Le Pen n'écarte pas cette possibilité. Elle lui a même demandé de se préparer. Parlons de vous, Jordan Bardella. Est-ce que vous êtes le plan B? Tant que nous n'aurons pas déclaré forfait, si je puis dire, et fait appel à toutes les voies de recours possibles, alors je refuserai de me mettre dans ce scénario et dans cette hypothèse. Les vraies voix Sud Radio. Et je le disais, la Silver Economy devient un vrai moteur pour l'emploi et l'innovation dans nos territoires. Services à la personne, technologie, habitat, mobilité, une filière qui se structure entre promesses économiques et défis de société. Patrice Lassalle-Bareil est avec nous, directeur du Salon des services à la personne de la Silver Economy Expo. Bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas d'être avec nous, de nous avoir accueillis ici. Quelle est la priorité aujourd'hui du Salon version 2025 ? Eh bien écoutez, je crois que la priorité c'est d'abord et avant tout de répondre aux attentes des Français, à tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir, c'est-à-dire de vivre plus vieux, plus longtemps et en bonne santé. Est-ce qu'il y a des évolutions, des évolutions majeures par rapport à l'an dernier par exemple ? Bien écoutez, les évolutions majeures, je crois que elles sont associées à l'évolution de notre société, c'est-à-dire à l'évolution d'abord de la technologie. Quand je parle de technologie, je parle de capacité à accepter aussi cette technologie, d'arrêter peut-être de trop stigmatiser. De l'intégrer en fait, c'est ce que vous voulez dire. Et en fait, quelque part de l'intégrer. Et dans la dynamique actuelle et les capacités de recherche, d'innovation, l'IA, on l'a vu encore cet après-midi sur le salon, eh bien, va aussi transformer l'accompagnement, l'aide à la personne, par des outils qui sont adaptés et peut-être moins stigmatisants que ceux qui existaient encore il y a quelques années. Donc je crois qu'aujourd'hui, on ne prépare pas simplement les outils qui vont permettre de répondre à l'augmentation en âge de notre population, mais également aussi tout simplement de répondre aux outils et à l'innovation technologique qui soient capables d'aider dès aujourd'hui le senior dans sa vie du quotidien. Et pourquoi la Silver Economy devient-elle stratégique dans les territoires, Patrice Lassalle-Bareil ? Eh bien, je crois que chaque territoire a son identité. Chaque territoire a sa spécificité. Et on parle d'innovation technologique bien sûr, mais innovation également sociale. Et je crois qu'on l'a vu d'ailleurs à cette table ronde, on a parlé de l'action sociale qui a été relayée principalement par les mairies, qui sont les communes, qui sont au plus près des citoyens, bien sûr les plus vulnérables, mais l'ensemble des citoyens qui habitent en ruralité. On l'a vu aussi également sur l'intervention donc de Silver Valley avec la capacité aux entreprises. On avait 75 start-up, donc la richesse de ce secteur économique est remarquable et en plus certain parce que bien la population, le vieillissement de la population ne va pas s'arrêter demain. Et puis on a fini par la coopération des territoires. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, au plus près du senior, au plus près des familles, eh bien, on a un ensemble d'acteurs, qui soient publics, privés, associatifs, à but lucratif, à but non lucratif, eh bien, qui a sa pierre à apporter à notre mieux vieillir. Il y a un mouvement, c'est ça que voulait dire Françoise Degois. Vous faites, bonsoir. Comment est-ce que vous faites pour, quand on dit Silver Economy, on pense forcément EHPAD, par exemple. On pense dans l'économie de la vieillesse, il y a les questions d'EHPAD, la question en plus de ça
de l'épouvantable image des gestionnaires d'EHPAD. Comment vous corrigez ça? Et surtout, comment est-ce qu'on améliore en réalité le soin aux personnes vraiment très âgées ou en tout cas en situation de handicap? Parce que ça, c'est un souci qui concerne la quasi-totalité des gens. Bien écoutez, une des thématiques de cet événement 2026, c'est le choc des consciences. Et je crois qu'en effet, ce qu'on a pu voir, pas seulement d'ailleurs dans les EHPAD, mais aussi dans des rapports ou dans des livres ou des revues, des enquêtes qui ont pu être menées auprès des crèches. Hein. Donc ici, on parle aussi bien... Non, mais parlons des EHPAD, voilà. Parce qu'il y a un vrai scandale, il y a quelque chose qui s'est développé et qui casse complètement pas votre image à vous, l'image de cette économie-là. Bien sûr. Je crois que c'est un petit peu partout pareil. Aussitôt qu'il y a des mauvais élèves, on a l'impression de les ficher de manière plus rapide et plus facile que tous ceux qui travaillent bien. Je crois qu'aujourd'hui, le rapport entre le personnel soignant dévoué, les établissements, les efforts des grands groupes, les contraintes économiques, les enjeux et les relations avec les familles font que, globalement, même si justement jamais rien n'est parfait, il y a quand même une volonté de prendre soin de nos aînés. Hein. Et je crois que c'est ça qu'il faut quand même retenir. Il faut dénoncer ceux qui travaillent mal, mais il faut aussi ne pas oublier ceux qui travaillent bien. Et je crois qu'un salon comme celui-là, s'il est fait aussi pour permettre de donner la parole aux professionnels, de donner surtout la parole aux seniors, aux personnes âgées. On a un village aidons les aidants aimants, les aidants professionnels, les seniors eux-mêmes qui sont là avec différents niveaux de perte d'autonomie, mais en tout cas qui ont aussi la parole pour dire surtout ce qu'ils veulent. Et je crois que l'évolution, pour revenir à votre question, de 2026, c'est ne pas oublier de donner la parole à ceux qui sont concernés, à nos seniors, et de répondre surtout à leurs attentes. Sébastien Ménard. En fait, moi, ce qui m'intéresse aussi pour répondre à Françoise Degois, c'est qu'il n'y a pas que les solutions en EHPAD. Il y a aussi, il faut dire à nos auditeurs qu'il y a des tas de solutions pour le maintien à domicile. Pour moderniser. Parce qu'en fait, la plupart de nos aînés veulent vieillir à la maison, veulent le plus longtemps possible. Et ce qui est intéressant, moi j'ai parcouru le salon. Alors il s'avère que j'ai l'une de mes filiales qui travaille avec vous, donc c'est plus simple. Mais il faut dire à nos auditeurs qu'il y a beaucoup de solutions qui existent pour maintenir en bonne santé le plus longtemps possible nos concitoyens. Voilà, que ça soit les équipements domotiques, que ça soit la literie, que ça soit l'alimentation, que ça soit des tas d'outils technologiques qui permettent de capter des données, etc. Voilà. Il y a quand même beaucoup de progrès. Ça va vite, ça va très très vite. Et moi, je suis d'année en année toujours extraordinairement surpris, positivement surpris par tous les progrès qu'on peut faire pour maintenir effectivement nos aînés en bonne santé le plus longtemps possible à domicile. Allez, si je peux permettre juste de rajouter en deux mots. Les EHPAD, en fait, il faut savoir qu'il y a environ 12% de la population de plus de 78 ans qui est en EHPAD aujourd'hui. Tous les autres sont à la maison. Voilà, tous les autres sont à domicile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on avance sur des nouveaux types d'habitats. Vous les avez évoqués. Les habitats intermédiaires, les habitats inclusifs, les regroupements intergénérationnels. Et je crois que c'est justement ça qu'il faut savoir développer. Il faut savoir lutter contre l'isolement, parce que ça, c'est un facteur de longévité. Il faut savoir créer une dynamique de famille et en local, de proximité, avec des prestations qui sont directement liées, comme vous l'avez évoqué, surtout au bien vieillir. Merci beaucoup Patrice Lassalle-Bareil, vous êtes directeur du salon des services à la personne et de la Silver Economy Expo. Vous restez avec nous, on fait une petite pause. On revient dans un instant avec le grand débat du jour sur cette information et sur ce sondage Odoxa. Une victoire de Jordan Bardella vous semble-t-elle réaliste, puisque visiblement il pourrait être élu président de la République si les élections avaient lieu dimanche prochain. Et pour le moment, vous dites oui à 62%. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. Cécile de Ménibus, Philippe David. En direct des salons services à la personne et de l'emploi à domicile et de Silver Economy Expo à la porte de Versailles.
Absolument, nous sommes donc en direct du Salon Silver Economy Expo et très heureux d'être là avec Françoise Degois et Sébastien Ménard. Ça va les amis? Ça va super bien. Voilà, vous étiez bloqués dans les transports, mon petit? Vous savez, et ça ne dépend pas d'Anne Hidalgo. Non, en fait, c'est que... Parlez dans le micro, madame Françoise. Je dis que je préfère rappeler que les problèmes de métro, d'arrêt de métro ne dépendent pas d'Anne Hidalgo. De rien, d'ailleurs, rien ne dépend d'Anne Hidalgo. Elle y est pour rien. Ça, c'est pas vrai, c'est que Françoise, vu son grand âge, tout le monde venait la voir dans les allées du salon. Voilà pourquoi. C'est ça. Les amis, l'heure tourne. Tout de suite, le grand débat du jour. C'est ça. Jordan Bardella, candidat du Rassemblement national pour la présidentielle de 2027. Marine Le Pen n'écarte pas cette possibilité. Elle lui a même demandé de se préparer. Parlons de vous, Jordan Bardella. Est-ce que vous êtes le plan B? Tant que nous n'aurons pas déclaré forfait, si je puis dire, et fait appel à toutes les voies de recours possibles, alors je refuserai de me mettre dans ce scénario et dans cette hypothèse. Les vraies voix Sud Radio. Et donc ce sondage Odoxa Mascaret publié ce mardi qui dit que Jordan Bardella serait élu président de la République si le scrutin avait lieu dimanche prochain. D'où notre question du jour, Philippe. Oui, notre question du jour. Jordan Bardella, une victoire vous semble-t-elle réaliste? Vous dites oui toujours à 62%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Forcément, je me retourne directement sur Françoise qui a tweeté sur le sujet. Écoutez, je sais ce que vous pensez des sondages. Mais je pense pas. J'ai un infini respect pour les sondages et les sondeurs, j'ai aucun problème. Mais j'aime pas la politique fiction. D'abord, si je voulais être méchante, je rappellerai que jamais 18 mois avant une présidentielle, l'affiche qui a été donnée ne s'est avérée exacte. Jamais. Donc, je serais Jordan Bardella, je m'inquiéterais un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, d'abord, ça ne repose sur rien. On n'a pas l'offre politique. On ne sait même pas qui sera là. On ne sait même pas qui sera là à gauche. On ne sait même pas qui sera le candidat macroniste. Je suis un peu... Il n'y a pas 400 solutions non plus. Si, François. ça peut être Sébastien Lecornu. Vous savez, s'il passe son budget, Sébastien Lecornu, il va jaillir. Grimpe dans les sondages. Il est à 41%. Il est en train de grimper d'une façon... Vous avez 18 mois dans un temps politique où de toute façon tout s'accélère. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Je veux bien signer. Je sais quelle est la vertu de ces sondages. Il y en a plusieurs. D'abord, ces sondages permettent, comment dirais-je, aux bardellistes d'imposer l'idée de Jordan Bardella, parce que vous pensez que c'est comme un chemin de rose, mais pas du tout. Entre les bardellistes et les lepénistes, c'est vraiment pas l'amour. Ça permet aussi de réveiller tout le monde, de faire peur. Donc, il est nul et non avenu, et je trouve que la classe politique perd trop de temps à le commenter. J'allais dire Françoise de nouveau. Sébastien Ménard. On assiste à je dirais, la déliquescence programmée, et ça me fait pas plaisir de le dire, de l'intégralité de la classe politique, puisque en fait, c'est pas les gens qui se prononcent aujourd'hui pour le potentiel, le candidat par défaut du Rassemblement national. Il est quand même à plus de 35% d'intention de vote au premier tour. C'est-à-dire qu'il fait le double du meilleur second. Enfin, voilà, entendons-nous. Donc on est face à un candidat qui accompagne cette volonté de dégagisme des Françaises et des Français. Je pense qu'on est franchement aujourd'hui dans un espèce de scénario. Évidemment, comme François, je souhaiterais qu'on puisse raconter que ça s'est jamais vu à 18 mois. 600, je vous interromps. Il y a des échantillons de 687 personnes, mais c'est pas sérieux. Je vais au bout. C'est évidemment pas mon candidat, ça le sera pas. Mais regardez les images spectaculaires du candidat Bardella en province tous les week-ends. À Saint-Malo le week-end dernier. Spectaculaire. Regardez la viralité qui est la sienne. Moi, en tant qu'entrepreneur, je regarde la viralité des personnalités publiques sur les réseaux sociaux, etc. C'est extraordinaire, avec, je dirais, une démarche d'adhésion. C'est-à-dire que vous, Françoise, quand on regarde mon candidat ou mes candidats ou les vôtres, vous avez pour 3 soutiens, vous avez 7 trolls. Voilà, c'est à peu près ça. Nos candidats, la gauche traditionnelle, la deuxième gauche, le centre-gauche, le centre-droite, la droite, enfin, moi, mes candidats se font, je vais au bout, se font
dézingué. Donc on est face à une candidature dégagiste. Il incarne la volonté des Françaises et des Français à dégager tout ou partie de la classe politique. Et malheureusement, on en fait partie. On en fait partie. Sébastien, on en fait vraiment, partie. est-ce que je peux répondre à cette espèce d'arnaque? Remplacer une. Ok, une seconde. L'arnaque. Non, c'est pas ça. C'est l'arnaque, si vous voulez, des images de dédicaces. Je vous rappelle les images de dédicaces de Éric Zemmour. Je vous rappelle les nombres de ventes de Éric Zemmour. Je vous rappelle que ce n'est pas parce que vous remplissez des meetings que vous gagnez. 35% d'intention de vote au premier tour, quand même. C'est pas Zemmour. Mais je suis bien d'accord. Zemmour est à 6. Zemmour est monté à 20% pendant la campagne présidentielle, alors qu'elle était 19-20. Il y a Harris Interactive qui le mettait à 20. Et ça me fait pas plaisir de dire ça. Mais moi, je ne suis pas dans cette espèce de faux catastrophisme. Allez, Philippe, je pense véritablement que vous ne pouvez pas, comme argument, parler des dédicaces. Sinon, Zemmour serait président depuis longtemps. Il y a quand même une chose importante, c'est qu'à 2 ans d'avance, on ne sait pas qui sera candidat. Évidemment. Et surtout, il y a une chose qui joue, c'est la campagne. Un candidat peut être ultra leader. Alors, je vais vous faire le cimetière des éléphants des campagnes présidentielles. En 2002, Chirac était cramé, mais finalement Jospin allait être élu les doigts dans les Il n'était pas à 35. Il n'était pas à 35. En 95, Balladur était. Il n'était pas à 35. Non, mais on ne va pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Exactement. La mécanique, c'est toute la politique. Mais non, c'est pas comparable. Ce n'est plus comparable. Avec la force des réseaux sociaux. Mais il se passe quand même quelque chose, Françoise. Écoutez, il se passe quand même quelque chose. Est-ce que je suis dans la négation de dire qu'il se passe quelque chose? Je vous dis juste que je vous exprime ce que je dis. Ce n'est pas parce que vous avez 5 millions d'abonnés sur TikTok, ce n'est pas parce que vous vendez 600 000 livres que vous êtes président. C'est beaucoup quand même. Zemmour a fait ça aussi. Tous ses livres se vendent au-delà de 500 000. Écoutez, on ne peut pas, vous êtes un type sérieux, on ne peut pas véhiculer ça. Parlons d'arguments politiques. Ne criez pas, Françoise. Parlons d'arguments politiques. Je termine. On peut parler d'arguments politiques. On peut considérer qu'il y a évidemment une progression du Rassemblement national. On va pas. Mais on va parler tout court. Oui, bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas dit grand-chose, merci, vous êtes aimables, vous faites du social, c'est bien. Je crois que non, c'est même du handicap social concernant. Où Sébastien Ménard a raison, c'est que il est en point mort bas à 32%, en point mort haut. Comme ça. Non, mais je peux terminer. Oui. Et un point mort haut à 35%. Donc aujourd'hui, la seule question qui se pose, c'est qui sera au second tour face à lui si jamais l'élection avait lieu maintenant. Je vais tenter quelque chose. Et vous savez que tout le monde s'est foutu de moi quand j'ai dit que Bardella ne gagnerait pas les législatives. Vous étiez assez ricanant autour de... Non, Cécile disait pourquoi pas, c'est une des seules. Tout le monde se foutait de moi. Et Bardella, évidemment, n'a jamais gagné. On avait les mêmes discours. Ok, moi, je prends un pari. Je dis que le second tour de Jordan Bardella, je le dis aujourd'hui, n'est pas forcément assuré. Vous êtes dans le fantasme en ce moment. Mais j'ai pas dit le contraire. Non, c'est pas vous. Tout le monde dit il y a qu'une place en finale. Je ne suis pas du tout certaine. Face au candidat RN, oui. Pas. Non, je ne suis pas sûr que la place en finale soit forcément acquise pour Jordan Bardella. Jordan Bardella, en 15 jours, avait le leadership dans les sondages. En 15 jours. Il y a eu du tripatouillage, on le sait très bien. Il y a eu 0 tripatouillage. Mais bien sûr. Mais c'est pas parce que vous faites bien sûr, mon propre camp a fait élire des LFistes. Mais enfin, c'est pas parce que vous faites la vérité. C'est pas parce que vous faites sans ça, Bardella était à Matignon. Sébastien, vous ne pouvez pas raconter des choses. Vérité. Mais vous pouvez pas. C'est la vérité. Non, c'est pas la vérité. C'est la vérité. Sébastien, vous ne pouvez pas dire des conneries pareilles. Enfin, personne n'a été mettre un fusil sous la tempe aux électeurs pour voter en masse. On n'a jamais voté. Mais le Front républicain. Mais parce que les gens ne veulent pas de l'extrême droite. Mais bon sang de bois. Mais quand est-ce que vous allez l'admettre en fait? À chaque fois, l'extrême droite est en finale. À chaque fois, elle est battue. Mais à chaque fois, elle est battue avec un écart plus faible. Vous pouvez pas dire que personne ne veut du RN, c'est pas vrai. Attendez, un tiers des Français, ça fait pas 50% plus une voix. Ça fait quand même des gens. Ça fait pas 50% plus une voix. Je dis pas le contraire. À chaque fois, avec un écart plus faible, parce qu'on est passé de, permettez, Jean-Marie Le Pen 18% en 2002, Marine Le Pen 42% en 2022, après être passé par 33% en 2017. Donc c'est qu'il y a une progression systématique. Mais est-ce que je dis qu'il y a une progression ou pas? Je ne nie pas la progression. Je vous explique juste que l'argument qui consiste à dire il y a eu tripatouillage, personne n'a mis un fusil sur la tempe. J'ai pas dit ça. Non mais Sébastien Ménard. Non mais l'arc républicain, on peut en reparler. Est-ce que je peux finir, bon sang, l'arc républicain ridicule et les gens ont voté ridicule. Françoise, oui, c'est vrai. Les gens ont voté à 85%. Alors allez dissoudre les Français si ça vous conseille pas. Le mot de la fin. Non, moi je dis simplement que ça doit
sonner, on doit tous tirer le signal d'alarme. Les partis dits de gouvernement bon teint, celles et ceux qui, depuis la gauche jusqu'à la droite, ont vocation, peut-être encore demain, à gouverner ce pays, doivent prendre une bonne leçon d'humilité, arrêter les coups de menton pour rien, les défilés pour zéro. Voilà, à un moment donné, il va falloir quand même se mouiller sur les vrais gros sujets qui ont été malheureusement préemptés par l'extrême droite en France. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Françoise Degois. Écoutez, la journée internationale contre la violence faite aux femmes. Sébastien Ménard. On va revenir sur l'indignité des politiques à l'occasion de la marche blanche de Marseille. Philippe David. La réaction incroyable de l'université de Lyon 2 après, alors c'était pas à cause de nous, mais suite à notre débat d'hier soir dans les vraies voix. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. Nous sommes toujours en direct de ce salon incroyable Silver Economy Expo et c'est à Paris. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. Cécile de Minibus, Philippe David. En direct des salons services à la personne et de l'emploi à domicile et de Silver Economy Expo à la porte de Versailles. Et on parle du grand âge, bien entendu, pendant toute cette émission. C'est pour ça qu'on a fait venir Philippe David. Ça lui fait les pieds. Ça va. Oui, je suis l'aide à la personne de Françoise Degois. D'ailleurs, Vous auriez pu tout dire. D'ailleurs, il y a votre déambulateur qui gêne. Donc, nous sommes en direct de ce salon Silver Economy Expo particulièrement intéressant avec, bien entendu, tous ces événements professionnels des services et innovations pour les seniors. On est là aujourd'hui, bien entendu, à Paris, porte de Versailles, hall 5.1 et en partenariat avec Sud Radio. Tout de suite, les amis, le tour de table de l'actu. À table, c'est correct. Non, j'avoue que j'ai pris un petit goûter. Vous connaissez? C'est sûr qu'on se connaît, c'est le seul bourgeois de la cour qui achète le pâté à la livre. Non, je préfère manger les saucisses. Oui, alors on peut faire un collier de nouilles, hein, franchement. Ça me donne envie de pâtes et de pizza. Un prince de la fourchette. Enfin, sauf qu'il coupe avec les doigts. Hein, mais c'est pas très bon pour le régime, mais comme vous m'appelez culbuto, Cécile. Ne vous inquiétez pas, Philippe David, je vous mordrai dedans quand même, même si vous êtes périmé. Bon appétit, bien sûr. Le tour de table. De l'actualité. Est-ce que vous pouvez me mordre dedans, s'il vous plaît? Non, c'est sorti de son contexte, Philippe, je vous rappelle. Françoise Degois, une journée particulièrement lourde. Oui, lourde parce que c'est la violence faite aux femmes. Et qui doit être joyeuse in fine. Et qui doit être joyeuse parce qu'il faut mener le combat, parce que c'est les violences faites aux femmes. Je vous rappelle quand même que c'était une grande cause nationale d'Emmanuel Macron. En réalité, on voit que ça ne progresse absolument pas. Vous savez, les chiffres sont terribles. En France, en 2024, 277 000 femmes disent avoir vécu soit un viol, soit, comment dirais-je, du harcèlement sexuel, soit véritablement... On est sur des chiffres complètement vertigineux. 143 femmes assassinées en féminicide l'an dernier, dont 5 la semaine dernière. Donc, il y a une loi transpartisane qui a été déposée. C'est très intéressant. Tous les groupes ont travaillé, sauf bien sûr le Rassemblement National et Éric Ciotti. Ils ont refusé de participer à ce travail. En tout cas, elle va être examinée. Moi, je suis tout à fait sur l'exemple espagnol. Je le redis, les Espagnols ont fait des progrès extraordinaires. 25% des violences ont diminué en fait en Espagne, avec des parquets dédiés, avec dans chaque commissariat des policiers qui sont spécialisés dans le recueil de plaintes, parce qu'on a ce problème-là de recueil de plaintes, avec, comment dirais-je, une prise en charge immédiate dès l'hôpital, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller au commissariat pour porter plainte, vous portez plainte dès l'hôpital si vous avez été violé ou si vous avez été tabassé. Et donc c'est très important que nous nous armions d'un attirail encore plus puissant. Les Espagnols ont réussi, un pays éminemment machiste, vraiment un pays éminemment aussi assez violent dans certaines de ses provinces et dans sa constitution. L'Espagne a réussi, nous devons réussir. Alors il faut quand même rappeler que la liberté, enfin en tout cas la libération de la parole fait qu'il y en a de plus en plus qui osent en parler aussi. Ouais. C'est pour ça que le taux, Alors, non, elles osent en parler, mais en réalité, ce dont on se rend compte, et c'est le constat de tout, pas simplement des associations, des députés qui ont travaillé sur cette loi, cette proposition de loi, on se rend compte qu'en réalité, il y a à peine une femme violée qui ose porter plainte sur 10. Je ne sais pas si vous réalisez en réalité, parce que dans la manière d'accueillir,
ça n'est pas encore ça. Dans la manière d'accueillir dans les commissariats, il y a aussi un sujet sur le MeToo Police qui a fait beaucoup de bruit, avec les policiers qui étaient eux-mêmes accusés de violence, etc. Et donc cette loi est une loi qu'on appelle intégrale, c'est-à-dire qu'elle prend le problème de A jusqu'à Z, et j'espère qu'elle sera votée parce que elle est transpartisane, et moi je trouve ça formidable quand tous les députés travaillent ensemble. Mais c'est sûr que c'est une grande cause nationale, c'est incroyable qu'il y ait autant de drames encore chaque année en France, mais pas qu'en France, vous parliez de l'Espagne, en Allemagne, en Italie. 50 000 tués femmes dans le monde en Donc tout cas. c'est une grande cause nationale, mais je crois aussi qu'il faudrait des lois beaucoup plus dures à l'égard des personnes. Alors j'aime pas le mot féminicide, parce que féminicide, le mot me plaît pas. Qui tuent leurs femmes, les meurtriers de leurs femmes ou de leurs compagnes ou de leur ex-compagne, parce qu'il y a beaucoup de cas aussi où c'est l'ex-compagne par vengeance. Je pense que les lois ne sont pas assez dures pour eux. Puisque vous avez la parole, Philippe David, sur cette réaction du professeur de Lyon 2. Ah oui, alors c'était notre débat hier soir, et l'université Lyon 2, alors elle a fait un communiqué où je suis tombé de l'armoire, je dois le dire, je vous le lis, c'est pas très long. L'université Lumière Lyon 2 a pris connaissance avec consternation d'un post Facebook de notre collègue Julien Théry, professeur d'histoire médiévale, dressant une liste de 20 personnes désignées comme des, je cite, génocidaires à boycotter en toutes circonstances. Il y avait une vingtaine de personnes, dont 4 qui n'étaient pas juives a priori. Nous condamnons avec la plus grande fermeté le contenu de cette publication, qui ne représente aucunement notre université ni les valeurs qu'elle défend et transmet, tout en reconnaissant à ce collègue qui n'exerce aucune fonction de représentation de notre établissement un droit absolu d'expression à titre individuel et privé. Nous ne sommes pas moins très choqués par un procédé dont nous nous désolidarisons complètement. Nous déterminerons dans les meilleurs délais les mesures qui s'imposent. Alors moi je suis tombé de l'armoire. Bonne nouvelle déjà, Ponce Pilate est ressuscité. Parce que j'ai vraiment l'impression que la direction de Lyon 2 se lave les mains de cette histoire en disant « circuler, il n'y a rien à voir ». Bon alors, on n'est pas surpris qu'il ne soit pas sanctionné parce qu'on ne se fait pas de mauvaise manière entre gens du même bord politique en général. Et pour les mesures qui s'imposent dans les meilleurs délais, déjà on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas parlé de sanctions, on parle de mesures, et je pense qu'il n'y aura rien, il n'y a rien eu hier, il n'y aura rien aujourd'hui, demain ni après-demain. Sébastien Manard. Circuler, il n'y a rien à voir. Exactement, Ponce Pilate. Mais moi je suis vraiment, c'était éprouvant. C'est-à-dire que non seulement Julien Théry, j'ai débattu l'an dernier pendant une année assez souvent avec lui dans un média plutôt alternatif. Évidemment, c'est une, comment dirais-je, sa liste est effrayante. Je ne sais pas comment on a pu arriver maintenant en France à cela. Ah bah, je ne comprends pas non plus. Moi personnellement, c'est pas le premier cas. Oui. Non, d'intellectuels et de chercheurs proches de LFI, parce que c'est la sphère de LFI de toute façon, Julien Théry. Et on fabrique des monstres. Je ne pardonnerai jamais à Jean-Luc Mélenchon d'avoir ouvert cette boîte de Pandore. Regardez de quoi nous débattons. Est-ce que vous imaginez 4 ans avant le 7 octobre, est-ce que nous aurions pu, dans les vraies voix, pourtant on débat de tout, imaginer un jour qu'on aurait un débat sur une liste de juifs, sérieusement? Moi, la liste est... Voilà. Et en plus de ça, là où Philippe a raison, c'est-à-dire que le communiqué de l'université est lamentable. Non, il n'est pas lunaire. Non, il est lamentable, on est d'accord. C'est lamentable. C'est-à-dire, en gros, c'est très déplorable. grave, mais c'est pas si grave. Mais quand même, c'est très grave, mais en même temps, c'est pas si grave. Voilà, je ne suis pas d'accord. Voilà. Sébastien Ménard, l'indignité des politiques à la marche blanche aux obsèques à Marseille. Alors, je vous avoue que, comme beaucoup de Français, j'ai regardé le rassemblement le week-end dernier par médias interposés, et j'ai vu effectivement un défilé de politiques, et je me suis pas trop posé de questions. Je me suis dit que c'était finalement leur place pour venir soutenir Amine Kessassi, qui a donc perdu ce militant écologiste qui combat le narcotrafic et qui a perdu son frère Mehdi, 20 ans, lâchement assassiné le deuxième. Au cœur de Marseille. Sur un authentique contrat, il n'y a pas d'autre mot. Tout à fait. Et en écoutant Sud Radio, votre confrère Jean-François Aquili, il avait un invité que je connais. Alors, c'est ma soirée Rassemblement National, on va dire ça sera la première et la dernière. Et j'écoutais Franck Alizio, j'ai candidat à la mairie de Marseille, qui parlait et ça a fait tilt en fait. Donc, comme quoi, ça ne m'étonne pas que ces gens-là finalement progressent dans les sondages, puisqu'ils disent maintenant ce qu'on n'ose même plus dire, nous, finalement. Ils parlaient d'indignité, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que la place des politiques, c'est devant les caméras, perché à tous les micros, etc., ou est-ce que c'est finalement être présent, discret, parmi une foule compacte? Et c'est le choix qu'a fait le Rassemblement National. Je pense que c'est le choix qu'aurait dû faire l'ensemble de la classe politique.
Le but n'était pas de défiler, et là je mets tout le monde dans le même sac, parce que j'avais mes propres copains qui étaient perchés au micro, devant les caméras, etc., etc. Et c'est vrai qu'en fait, voilà. Donc merci Franck Alizio d'avoir dénoncé ça. Je suis encore une fois atterré que ça soit les acteurs, les personnalités politiques du Rassemblement national qui fassent preuve de bon sens. Je trouve ça vraiment ce que vous dites, c'est incroyable. Mais c'est une vérité. Le Rassemblement national n'avait pas sa place dans cette marche. Mais ils étaient invités. Oui, ils étaient invités. Ils étaient invités par la famille. Et la famille Kessassi a considéré, et je vous signale que vous êtes d'une injustice crasse, d'abord parce que Amine Kessassi est un militant depuis toujours, c'est quelqu'un qu'on connaît pas simplement socialiste. Est-ce que vous l'avez vu Olivier Faure devant les banderoles, et pourtant il y était, vous avez pas vu Raphaël Glucksmann, et pourtant il y était Marine Tondelier. Non mais j'ai vu tout le monde. Vous avez vu toutes les chaînes info, Renaud Muselier, personne ne s'est mis avec la famille, je suis désolé. Il y avait Gaël Braun-Pivet, Renaud Muselier. Après, à la fin, mais je suis Éric désolé. Dupond-Moretti. Après, il était avec une casquette, il était incognito. Honnêtement, vous n'avez pas vu la famille de Amine Kessassi avec Amine Kessassi. Ça, vous avez raison. Il milite avec le PS depuis des. C'est pas ce que je dis. Je vais terminer mon tour de table. Je dis simplement. Mais attendez, vous allez répondre. Des mots terribles. Je dis. Mais oui, parce qu'en fait, on en a marre de les voir défiler. Après, a posteriori, pour être consterné, des marques blanches, etc. La gauche est au pouvoir. Attendez, le maire de Marseille, il est maire de Marseille. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est sûr que lui, il peut lutter contre les trafics, mais bien sûr avec ses petits points. Ne criez pas. Non, moi je ne suis pas d'accord. Vous pouvez ne pas être d'accord. Vous ne pouvez pas employer ce terme d'indignité. Justement, moi j'ai trouvé que tout le monde faisait preuve de dignité dans cette marche. Je suis désolé. C'est votre avis. Moi j'ai été plus heurté par le fait. Moi j'en ai marre de voir des politiques qui défilent a posteriori. Voilà, j'en ai marre. Bien sûr, c'est sûr que la gauche est au ministère de l'Intérieur. Allez, vous restez avec nous. Notre ami Retailleau qui était. Des amis. C'est pas mon ami. Allez, les enfants. C'est votre ami Macron qui dirige la France depuis 8 ans. On revient dans un instant avec la santé qui doit rester un droit pour tous. Notre invité dans un instant, Stéphane Junique, qui est président du groupe Vive. On en parle dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. En direct des salons Service à la personne et de l'emploi à domicile et de Silver Economy Expo à la porte de Versailles. Les vraies voix Sud Radio. Cécile de Minibus, Philippe David. En direct des salons Service à la personne et de l'emploi à domicile et de Silver Economy Expo à la porte de Versailles. Et on a plein de choses à vous raconter sur ces sujets passionnants avec Françoise Degois qui est avec nous aujourd'hui, Sébastien Ménard et Philippe David, bien entendu. La santé doit donc rester un droit pour tous face aux déserts médicaux, au vieillissement et aux tensions du système. Notre invité, avec Stéphane Junique qui est avec nous, veut réinventer l'accès aux soins et renforcer la présence sur les territoires. Stéphane Junique, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président du groupe Vive, qui est un énorme groupe mutualiste en France sur la santé. On va parler quand même, vous nous expliquer un petit peu votre domaine d'activité parce qu'on a plein de questions à vous poser. Le groupe Vive, c'est un groupe mutualiste, c'est-à-dire un groupe non lucratif. Rappelons que ça s'écrit VYV pour ceux qui le cherchent sur Internet. Et en fait, qui a la singularité d'être un groupe qui est un groupe qui rembourse les soins. Donc nous avons 11 millions de Français qui sont aujourd'hui protégés par nos mutuelles, Harmonie Mutuelle, MGN et MNT. Mais la singularité de notre groupe, c'est qu'on a une activité d'offre de soins et d'accompagnement dans les territoires qui est extrêmement important, c'est-à-dire de pouvoir structurer des parcours de soins à travers de l'activité auprès des personnes âgées, auprès des personnes en situation de handicap, de la petite enfance. Ce sont 17 métiers qui sont aujourd'hui dans notre groupe. Et puis, nous avons la singularité également d'avoir une activité de logement, parce que je suis convaincu que le logement, c'est un déterminant de santé majeur dans notre pays. Je n'oublie pas qu'une personne qui vit dans la rue dans notre pays, son espérance de vie, elle est de 48 ans. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité développer une activité de logement pour réhabiliter le logement comme déterminant de santé, avec notamment un label qui est un label logement santé, de la construction des logements jusqu'au service apporté aux habitants, de faire en sorte que la santé soit le fil rouge. C'est quoi l'urgence aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est de faire en sorte que alors que nos lois, alors que notre Constitution nous indique que le droit à la santé pour tous est une réalité, eh bien, c'est que ce droit soit effectif. Et donc, vous voyez, pour un groupe comme le nôtre, son objectif, c'est de deux ordres, de pouvoir être
compagnon de vie de la part pour nos adhérents, pour être là pour les accompagner dans une protection sociale, dans un accès aux soins qui soit toujours efficace. Et puis l'autre élément, c'est d'investir dans les territoires, parce que je suis convaincu que, au fond, la santé dans notre pays ne pourra se faire, non pas à travers des politiques nationales qui seront les meilleures du monde, mais qui auront des difficultés à pouvoir se traduire dans les territoires, parce que on le voit, en fonction des territoires où on se trouve, il n'y a pas les mêmes démographies de professionnels de santé. Vous voulez dire adapté à chaque... Bien sûr. Et donc on a investi 500 millions d'euros pour faire en sorte que le maillage territorial dans notre pays en matière d'accès aux soins soit renforcé. Ouais. C'est ça un groupe mutualiste. Ouais. Investir pour redistribuer vers ses adhérents, mais également investir pour que la santé dans les territoires soit renforcée. Ah, c'est exactement ce que je voulais vous poser comme question sur les déserts médicaux, parce que c'est quand même la plaie française, c'est quand même une difficulté majeure. Alors on a les communes qui s'organisent avec des centres de santé. Comment vous, première question, comment vous agissez là? Je pense que vous agissez financièrement même, peut-être sur le locatif et le bâti. Et deuxième point, est-ce que vous regrettez pas au fond que tous les gouvernements qui se sont succédés, que ce soit les miens dont je suis proche, la gauche ou la droite, finalement, le 4e âge, c'est quelque chose qui a toujours donné lieu à de grands discours, mais en réalité, très peu de résultats. Ouais. Je partage votre point de vue sur le fait qu'on n'a pas fait de la priorité du grand âge une réalité dans notre pays. François, je vous rejoins sur ce point parce que on a un choc démographique qui va intervenir en 2030. On est aujourd'hui à 2 millions de personnes qui vivent dans notre pays qui ont plus de 85 ans. Quand on se projette à horizon 2050, on est sur 5 millions de personnes qui auront un âge qui est un âge avancé dans notre pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui on n'a pas les structures, on n'a pas les logements, on n'a pas tout ça. Aujourd'hui, en 2030, vous n'êtes pas en capacité dans notre pays de savoir en termes de planification combien est-ce qu'il faut d'EHPAD, combien il est nécessaire d'avoir des services à domicile pour pouvoir des centres de santé dans les déserts ruraux, etc. Exactement, mais là vraiment sur le sujet du grand âge, on est dans un manque qui est un manque de planification. Je le dis d'une manière différente, notre société n'est pas suffisamment prévoyante. C'est une chance de vieillir vieux dans notre pays. C'est une chance pour les familles, c'est une chance pour chacun d'entre nous. Alors qu'on parle tout le temps régulièrement de prévention, oui, c'est un formidable progrès civilisationnel, mais pour ça, il faut l'accompagner. Et notre société aujourd'hui n'est pas adaptée. Sébastien Ménard. Alors justement, pour vivre en bonne santé, vieux et longtemps, quels sont les 3, 4, 5 conseils que vous pourriez donner à nos auditeurs? Déjà, il faut écouter les vraies voix. Non, mais ça, oui. Il faut rigoler beaucoup. Il faut rigoler beaucoup. Non, mais est-ce que... À part Philippe David, comme vous êtes au carrefour de ce qui fonctionne et de ce qui dysfonctionne, quels sont les conseils concrets que vous pourriez nous partager? Moi, j'ai envie d'insister sur 3 sujets. D'abord, plutôt que soigner, je trouve qu'il serait important de pouvoir prévenir les problèmes de santé. Notre pays a besoin de pouvoir investir d'une manière beaucoup plus forte sur la culture en matière de prévention. Et le groupe VIV, c'est plus de 1 million de personnes qui sont accompagnées chaque année en matière de prévention. Et concrètement, c'est pas dépistage, etc. Non, c'est pas simplement du dépistage. On est un acteur qui, sur l'alimentation, sur l'activité physique, est un acteur qui permet à ce que la bonne santé soit améliorée dans notre pays. C'est pas compliqué la prévention, et notamment pour prévenir la prévention en matière de perte d'autonomie. Souvent, on pense que c'est des changements qui sont des changements importants. Quand on est à domicile, qu'on commence à avancer en âge, la principale prévention pour éviter les chutes, c'est de faire en sorte qu'on aménage son appartement différemment. On enlève le tapis parce que c'est la principale origine et cause d'une chute. Non, donc la prévention. La douche, on change les douches, on fait plus des baignoires, on met des douches italiennes. Le deuxième enjeu pour moi, c'est de faire en sorte que le domicile, puisque vous avez aujourd'hui dans notre pays près de 80 personnes, des personnes qui soient restées le plus longtemps possible à la maison. Et donc ça, il faut l'organiser. Nous sommes aujourd'hui au salon des services à la personne. Nous n'avons pas aujourd'hui des services qui nous permettent de coordonner l'intervention à domicile pour faire face notamment à ce choc démographique. Je pense qu'il y a un enjeu d'attractivité des métiers du soin et de l'accompagnement qui est devant nous. C'est 1,1 million d'emplois. Nous sommes dans une projection à 2050 où nous aurons besoin de 300 000 nouveaux professionnels pour faire face aux besoins. Sachant que dans cet intervalle... Donc gisement d'emploi. Gisement d'emploi extraordinaire. Mais mal payé, donc ça veut dire donc meilleur salaire. Et non délocalisable. Mais en tout cas, le deuxième enjeu, c'est de faire en sorte qu'on concentre davantage sur le domicile, la manière dont on aménage l'habitat dans notre pays. Et c'est pourquoi le groupe VIV en fait véritablement une priorité. Petite question, parce qu'il nous reste quelques 30 secondes. Est-ce que vous vous sentez seul aujourd'hui et très peu accompagné finalement par les pouvoirs publics? Moi, j'exprime un besoin. Il y a marqué parle en vrai sur nos. Oui. Ouais, non, mais je vais vous exprimer un besoin et puis une ambition.
Sinon, le je me fais besoin, engueuler. c'est que notre pays manque d'une stratégie nationale de santé. Nous Ouais. aurions dû l'avoir en 2023. Nous sommes toujours en absence de stratégie nationale de santé. Ok, il y a de l'instabilité politique, mais nous, les acteurs, on a besoin d'avoir un État qui fixe le cap. Je dis pas qu'il doit être dans la mise en œuvre. Les acteurs, on est en capacité de pouvoir adapter des réponses, de pouvoir investir, etc. Mais pour le groupe Vive, si je veux investir dans les 300 millions d'euros pour les années qui viennent, je veux savoir est-ce que ça correspond aux priorités dont notre pays a besoin pour améliorer la santé des Français. Et le deuxième sujet, faisons confiance aux acteurs. Faisons leur confiance. Notre pays, il est dans la défiance permanente. On oppose sécurité sociale, mutuelle, publique, privée, collectivité Région, territoriale, Paris. État. Il faut faire confiance aux régions. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est nécessaire de faire confiance également aux agences régionales de santé qui sont indispensables pour nous aider à planifier les choses. Merci beaucoup. Merci de votre Stéphane accueil. Zunik, Merci beaucoup. président du groupe Vive, VYV. Vous restez avec nous dans un instant, d'autres acteurs importants de cette filière passionnante. On revient dans un instant, on est ensemble jusqu'à 20h. Mais tout de suite, votre argent, c'est important aussi. On en parle avec Thomas Binet. Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné ce soir de Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, on va parler d'un secteur qui forcément parle à tout le monde, c'est le secteur du luxe. Alors on a tous en tête LVMH qui est notre fleuron quand même malgré tout, on parlera peut-être d'autres, et de son positionnement sur le luxe sur tous les marchés, mais après que vous nous ayez un peu qualifié ce que c'est que le luxe, parce que c'est important peut-être de définir le terme, est-ce que c'est vraiment un secteur refuge? Je vais vous laisser répondre à ces deux questions. Alors c'est un secteur qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années et il me semblait intéressant d'en parler parce que c'est une force française. Oui. On parle beaucoup de nos faiblesses ces derniers temps, mais c'est une force importante pour la France, donc ça gagne à être connu. Le secteur du luxe, on peut donc commencer par dire qu'il a trois caractéristiques, je dirais. Les entreprises qui sont dans le secteur du luxe ont trois caractéristiques. D'abord, c'est un secteur où les marges sont relativement élevées, puisque vous avez des produits avec une haute valeur ajoutée, une haute dimension de créativité aussi, et donc la marge est en général plus importante que sur des robinets, par exemple. Ensuite, vous avez une clientèle qui est plutôt fidèle et qui est plutôt aisée, bien sûr. Et la clientèle aisée est celle qui souffre le moins, bien sûr, des variations du cycle économique. Donc ça fait une clientèle durable. Et enfin, il y a souvent des fortes barrières à l'entrée, puisque vous avez des marques, de la propriété intellectuelle, des procédés artisanaux aussi, et que tout ça est très difficile à copier. Le secteur du luxe en 2024, c'est plus de 300 milliards d'euros, avec une croissance annuelle entre 5 et 10% sur les 10 dernières années. Aujourd'hui, c'est quasiment 2% du PIB mondial. Donc, effectivement, c'est un secteur qui se développe, c'est un secteur où la France est forte, et c'est un secteur qui était plutôt résilient. Et donc rassurant par la force des choses. Alors, je fais toujours attention à ce que on ait une présentation équilibrée des choses. Et là, on parle d'un seul secteur d'activité. Et donc, comme c'est un seul secteur d'activité, c'est pas toute l'économie. Et donc, il y a aussi des risques à investir dans le secteur du luxe. Est-ce que ça veut dire que c'est une bonne opportunité d'investir malgré tout sur ce secteur du luxe? C'est une opportunité pour se former parce que tout le monde connaît les entreprises du luxe en France. Alors, ça apparaît effectivement comme une opportunité. Mais il faut prendre en compte que le secteur n'est pas à l'abri des risques, comme tout secteur d'activité. On peut mentionner par exemple que c'est un secteur qui est très dépendant de la Chine. C'est à peu près 20% du marché mondial du luxe. Et si la Chine ralentit, le marché mondial du luxe va ralentir aussi. C'est une dépendance importante. Ensuite, il y a aussi des changements culturels qui sont à l'œuvre, en particulier dans la jeune génération, où la notion de luxe est en train de changer. Est-ce que les entreprises vont pouvoir s'y adapter? Ce sera encore à voir. Et puis aussi, comme toute industrie, dans les tourments du monde que nous connaissons actuellement, elle est exposée à des pénuries, des problèmes logistiques, etc. Voilà. Donc c'est un secteur qui est effectivement perçu comme solide, où des entreprises ont démontré des performances durables, mais qui est aussi exposé à des risques, comme tout secteur d'activité. Alors, si je vous entends bien, ça veut dire que c'est quand même un secteur qui a le vent en poupe. On peut quand même commencer comme ça le propos, mais tout en sachant qu'il y a quand même des pour et des contre pour investir dedans. Ce qui nous laisse penser qu'il faut diversifier. Avoir un peu du secteur du luxe, c'est une bonne idée, mais si la Chine se casse la figure, ce sera un problème. Donc, vous avez toujours le besoin de diversifier sur différents secteurs et vous pouvez vous intéresser à une notion simple. Vous avez des secteurs d'activité qui sont
cycliques, c'est-à-dire quand l'économie va bien, ils vont bien, quand l'économie va mal, ils vont mal, et vous avez des secteurs d'activité qui vont un peu bien tout le temps. C'est des secteurs plus résilients face aux crises économiques. Le luxe peut en faire partie. Donc c'est un bon investissement, mais c'est un investissement qui comporte des risques, comme tous les investissements. Absolument. Et donc il faut regarder, se documenter, comparer, et puis ensuite on peut prendre nos décisions. Si vous ne le faites pas, le risque que vous prenez, c'est de perdre non pas de l'argent, mais du pouvoir d'achat. Merci Mathias pour votre analyse. On vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h27 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. Cécile de Ménibus, Philippe David. En direct des salons services à la personne et de l'emploi à domicile et de Silver Economy Expo à la porte de Versailles. Et on est très heureux de vous retrouver ici sur ce salon de la Silver Economy, une filière résolument transversale. Thierry Daboville est avec nous, directeur général de l'ADMR. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors déjà, pour qu'on comprenne bien ce qu'est l'ADMR, premier réseau associatif français de services à la personne, ça regroupe quoi exactement? Alors, bien proche du micro, si vous permettez. Voilà, l'ADMR, c'est un réseau qui existe depuis 80 ans. On vient de fêter la semaine dernière, donc 80 ans, avec 2500 personnes au Mythe à Toulouse. C'est 2660 associations locales qui maillent l'ensemble du territoire français. Oui. Des fédérations départementales, une union nationale, 82 000 salariés, 80 000 bénévoles qui œuvrent quotidiennement pour accompagner à domicile 700 000 personnes voilà, sur l'ensemble de la France. Donc c'est à la fois de l'aide et du soin, mais c'est aussi bien sûr auprès des personnes handicapées, mais des personnes âgées. Et puis on a d'autres activités qui sont aussi très importantes dans le domaine de la petite enfance et de la parentalité. C'est l'accompagnement des familles qui ont besoin d'être accompagnées. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il est difficile pour vous, on parle beaucoup de problèmes de personnel, de gens engagés, de bénévoles. Est-ce qu'aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a un ralentissement ? Alors c'est vrai qu'au niveau des salariés, le problème de l'attractivité de nos métiers est un vrai sujet. À la fois par rapport à la question de la rémunération. Bien sûr. Aujourd'hui, les moyens financiers ne sont pas à la hauteur, je le dis très clairement, pour recruter, pour payer les salariés. Allez-y, et puis ensuite, il y a les questions aussi d'attractivité de métiers. Ces métiers évoluent, se professionnalisent de plus en plus, et là aussi, il faut avoir des politiques très volontaristes pour attirer et puis fidéliser. On est un peu dans la vocation quand même dans ces métiers. Oui, mais ce sont des vrais professionnels. Oui, il faut avoir une vocation, il faut aimer les personnes. Ouais, c'est ça. Sinon, on s'engage pas dans ces métiers-là. Je crois que c'est ce qui fait un peu la spécificité de ces métiers. Et nous sommes en compagnie de Luc Broussy, président de France Silver Eco. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Alors, merci d'être venu. Comment définir aujourd'hui la Silver Economy en quelques mots ? D'abord, c'est une excellente question. Ça commence bien. C'est la seule qu'on fasse de la saison et on est quand même le 25 novembre. Donc on a mis un certain temps. Je suis tombé au bon moment. Voilà. Profitez-en, ça va pas durer. Sérieusement, je pense que la Silver Economy, c'est pas un secteur périmétré, c'est plus une méthode. C'est-à-dire comment les entreprises, les associations, les collectivités vont faire en sorte de s'adapter au vieillissement démographique. Donc, je vends des produits, je vends des services, j'ai des prestations. Comment je vais faire en sorte que le vieillissement démographique, c'est-à-dire que mes clients, mes usagers vont être de plus en plus âgés, comment moi je m'adapte à ça? Et c'est ça qui est passionnant dans la Silver Economy, c'est-à-dire qu'un maire, au fond, il fait partie de la filière. Parce que comment, dans ma commune, je vais adapter l'urbanisme, adapter le logement. Moi, je suis banquier, mutualiste. Comment je vais traiter de manière différente les gens en fonction de leur âge? Je suis transporteur à la SNCF, la RATP, Keolis. Je dis pas ça par hasard. Ce sont des entreprises qui sont au sein de France Silver Eco. Eh bien, comment je vais demain adapter la mobilité des seniors en fonction de leur fragilité? Donc, c'est plutôt une logique, un mouvement qu'un secteur périmétré défini. C'est une méthode. Comment je vais faire en sorte
d'adapter mon activité à une clientèle de plus en plus âgée et fragile. Luc Broussy, j'ai l'impression quand même que depuis un certain temps, on a l'impression que tout le monde est un peu à l'arrêt en disant « Ah mais vous vous rendez compte, la population est en train de vieillir ». Comme si ça venait d'arriver. Ça veut dire qu'on n'a pas anticipé tout ça ? On a déjà anticipé puisque le vieillissement massif a commencé dans les années 80-90. On vivait en moyenne en 1900 45 ans. On vit à la fin du siècle 80 ans. Donc évidemment qu'il y a une vraie révolution tout au long du XXe siècle. Il y a quand même un phénomène un peu nouveau. C'est ce qu'on appelle le baby-boom. Hein. Donc le baby-boom, c'est une explosion des naissances de 45 à 70, pour faire court. Ces gens-là vont avoir maintenant 85 ans. Donc en 2030, c'est pas une date de plus parmi d'autres. C'est pas on vieillit dans ce pays. C'est l'explosion des 85 ans et plus à partir de 2030. Et ça, c'est une courbe, c'est l'Alpe d'Huez démographique. Il faut bien comprendre qu'en ce moment, on est dans une étape de plaine. Et en réalité, au moment où on parle, entre 2020 et 2030, il y a une relative stagnation des plus de 85 ans. C'est normal, c'est les gens qui sont pas nés entre 39 et 45. Mais en revanche, à partir de 2030, la courbe devient un mur démographique. Et ça, par contre, on n'a plus que 5 ans pour le préparer et l'anticiper. Sébastien Ménard. C'est l'entrepreneur, bonsoir, qui va vous questionner, parce qu'en fait, moi, je suis intéressé, comme un certain nombre de nos auditeurs, en se disant, finalement, on est en 2025, presque 2026, 2030. Alors, comment on peut vous aider ? C'est combien de jobs, quelque part, à pourvoir, la Silver Economy ? Est-ce que c'est le fameux 1 point, 1,5 point de PIB qu'on cherche, que les politiques cherchent et ne trouvent pas ? Enfin, voilà. Très clairement, faites-nous un petit peu rêver. Je sais que derrière vos actualités, il y a des services, il y a de l'engagement, il y a évidemment énormément de responsabilités. Mais moi, ce qui m'intéresse là, c'est combien d'emplois, combien de PIB, combien de millions, de milliards de chiffre d'affaires dans les 4 prochaines années pour finalement accueillir dans le grand âge tous ces baby-boomers. C'est une conférence avec toutes les questions que vous lui posez là. Donc, puisque je vois que j'ai 3 heures devant moi, je commence. On va peut-être se faire mettre dehors par la sécurité, j'en ai peur. Mais bon. Et quitte à jouer le cuistre, je citerai Sainte-Beuve, qui disait que pour vivre, le meilleur moyen qu'on ait trouvé de vivre longtemps, c'est de vieillir. Bon. Et donc, arrêtons de faire d'un drame de société ce qui est une opportunité individuelle. On a tous, autour de cette table, et ceux qui nous écoutent, envie de vivre le plus longtemps. C'est presque un rêve de l'humanité. Comment je vis le plus longtemps possible en bonne santé. Ma question est très opportuniste. Oui, mais donc ça veut dire qu'il y a des millions de Français qui veulent aujourd'hui vivre le plus longtemps possible, voir leurs parents vieillir le plus longtemps possible dans de bonnes conditions. Et c'est ça, finalement cet espoir de l'humanité qui est en train de se traduire sous nos yeux. Comment fait-on pour être à la hauteur de cette opportunité? Ça veut dire créer des emplois pour s'occuper des plus faibles d'entre nous. Mais Thierry Daboville vient de le dire, la population active dans ce pays va stagner pendant les 20 prochaines années. On est à 30 millions, on va rester à peu près à 30 millions. Et pendant ce temps-là, le nombre de personnes âgées va exploser. Donc, sauf à valoriser ces métiers, évidemment, on aura de plus en plus de mal à trouver l'auxiliaire de vie, à trouver l'aide-soignante, à trouver l'infirmière qui s'occupe de nos parents, de nos grands-parents et accessoirement de moi-même d'ailleurs dans quelques années. Bon. Donc, vous inquiétez pas, on sera là. Vous inquiétez pas. On dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Si j'ai Cécile comme aide-soignante, le vieillissement n'en sera que plus agréable. Mais ceci on la garde dans les vraies voies. Bon, mais ceci étant dit, c'est un vrai défi qui se pose à chacun d'entre nous. À titre individuel, comment je vais m'occuper de ma mère? Mon père commence à avoir quelques faiblesses. Est-ce que je vais trouver l'aide-soignante? Ça touche d'ailleurs à d'autres questions sociétales. On va pas ouvrir le débat maintenant, mais vous voyez bien que ça touche clairement l'action de l'immigration. Nous n'aurons pas assez d'actifs. Voilà. La question n'est pas de savoir s'ils ont envie ou pas envie de faire ce métier. On n'aura de toute façon pas assez d'actifs à ce stade-là pour s'occuper d'une population âgée qui va exploser. Donc se pose la question de l'immigration. Mais enfin, toute l'Afrique n'attend pas qu'une seule chose, c'est de venir en France pour s'occuper de nos vieux. Donc, il y a un moment donné, il faudra regarder comment on organise mieux les métiers, comment l'intelligence artificielle, comment les nouvelles technologies vont pouvoir quand même soulager le métier des professionnels aujourd'hui. On est face à des grands défis. Moi, la ministre était là ce matin, on l'a reçue, et tout ça est très bien, très poli. Enfin, la vérité,
c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'ombre d'un commencement de réflexion sur la façon dont on va appréhender ce défi de 2030. Et les opportunités économiques que vous dites, ce sont tout autant de contraintes sociales. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant. On est ensemble ici sur ce salon de la Silver Economy Expo, on revient jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. En direct des salons Service à la personne et de l'emploi à domicile et de Silver Economy Expo à la porte de Versailles. Les vraies voix Sud Radio. Cécile de Minibus, Philippe David. En direct des salons Service à la personne et de l'emploi à domicile et de Silver Economy Expo à la porte de Versailles. Et en tout cas, c'est une très grande filière. Nous avons autour de cette table Luc Broussy, qui est président de France Silver Eco. Autour de cette table aussi Thierry Daboville, qui est président de l'ADMR. On va en parler dans quelques instants. Et qui nous vient de nous rejoindre, Nicolas Urtiger, qui est avec nous, qui est président de Synerpa domicile, puisque cette filière est assez étoffée, en fait, entre finalement l'associatif, le privé. Je voulais revenir avec vous, Thierry Daboville, sur la formation de tous ces gens. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une pénurie d'emplois. Il y a aussi des formations qui vont devoir être réactualisées certainement avec l'arrivée de l'innovation, de la technologie, de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça aussi c'est un enjeu majeur ? Alors oui, juste pour illustrer ce que disait Luc Broussy, nous, à l'ADMR, c'est 10 000 personnes qu'il nous faut recruter chaque année, de façon à pouvoir finalement apporter l'offre auquel les personnes, nos concitoyens ont besoin. Sur la question des métiers, je dirais première chose, c'est que ce sont souvent des métiers qui sont pas assez connus. Malgré tout le travail qu'on peut faire, mais... Quoi par exemple ? Donnez des exemples. Par exemple, une auxiliaire de vie sociale, une aide à domicile, ce ne sont pas des femmes de ménage. Ce sont des personnes qui interviennent, qui font des actes professionnels et donc de vrais métiers auprès des personnes. Sur des métiers techniques, c'est ça qu'il faut dire aussi. Métiers, tout à fait. Oui. Ensuite, la question... Alors, on a une grande réforme actuellement, ce qu'on appelle la réforme des SAD autonomie, mieux conjuguer l'aide et le soin. Moi, ce que je souhaite, je pense que c'est une opportunité, bien sûr, pour les personnes accompagnées, mais c'est aussi une opportunité pour les salariés du secteur. Pourquoi ? Parce que les personnes qui sont dans l'aide, auxiliaires de vie, etc., elles ont peut-être envie de bouger, de faire un autre métier sur demain. La mobilité, vous voulez dire. Exactement. Et là, peut-être d'être aide-soignante ou infirmière. Et donc, ce qu'il faut... Alors aujourd'hui c'est quelque chose de difficile, donc il faut casser ces silos. Aujourd'hui on a des formations qui sont très en silos, et donc il faut avoir des troncs communs, bien évidemment, mais après des spécificités. Quand on est aide-soignante, eh bien, je parle au féminin parce que beaucoup de ces métiers, ça à 95%... Il faut travailler sur l'acquis, de se dire on a un acquis, mais on peut aussi le développer sur un autre secteur. Tout à fait. Et ça, je pense que comme tout le monde, on a envie parfois de bouger, d'évoluer dans son métier, de faire autre chose. Et donc, cette filière, ce secteur doit permettre, et il faut qu'il permette ces parcours professionnels. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, si vous voulez quitter l'émission, Philippe David, c'est ça qu'il dit. Bienvenue. Message subliminal. Elle m'envoie à l'EHPAD, c'est bien. Jamais de la vie. Non, au domicile. Oui. Voilà. Domicile. Après, je pense qu'il y a un autre sujet par rapport à cette attractivité, c'est la question de l'organisation. Il faut aussi que nos structures se remettent en question sur un certain nombre de choses. Je pense que on a aussi à se réinterroger sur nos modes de fonctionnement. Ce que l'on fait, par exemple, avec ce qu'on appelle les équipes solidaires de proximité. C'est-à-dire, c'est des petits groupes de personnes qui, ensemble, travaillent, des aides à domicile, par exemple, ensemble travaillent et vont s'organiser entre elles par rapport à leur planification d'intervention. On a la question de la mobilité. Vrai sujet. L'ADMR, c'est aide à domicile en milieu rural. Nous faisons 300 millions de kilomètres par an. Oui. Et donc, vous voyez que la question de la mobilité, souvent, on a des femmes. Parfois, il y a une voiture ou une vieille voiture à la maison. C'est un sujet, c'est un vrai sujet. Et donc, il faut avoir des moyens de locomotion, bien sûr. Et qui fait qu'on est capable d'assurer. Voilà. Donc tout ça, c'est des travaux, sur lesquels, des chantiers sur lesquels nous travaillons très activement, de façon à rendre ces métiers le plus attractifs possible. Nicolas Urtiger, vous êtes président de Synerpa Domicile. Bienvenue. Merci. Alors, quelle est l'activité de Synerpa Domicile ?
Alors le Synerpa Domicile est un syndicat affilié au Synerpa, qui est une confédération représentative du grand âge et du handicap. Et donc nous, on n'a que des adhérents domicile, service d'aide à domicile, service de soins infirmiers à domicile, hôpital à domicile. On regroupe à peu près 1500 adhérents sur tout le territoire, métropole et dom-tom. Et donc effectivement, nous on plaide non seulement pour un décloisonnement du non-soin et du soin, mais aussi domicile et établissement, pour essayer d'avoir un parcours vraiment d'accompagnement tout au long du grand âge et également du handicap. On parle beaucoup des seniors, mais on s'occupe aussi d'enfants et d'adultes en situation de handicap. Comment on fait sur les zones blanches, par exemple? Comment on s'organise? Parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. On parle de ruralité. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut anticiper? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gros trous dans la raquette? Oui, malheureusement, il y a énormément de trous dans la raquette et c'est très très compliqué. Enfin, nous, on intervient dans des zones blanches, dans des déserts médicaux, et ce qu'on observe souvent, c'est des glissements de tâches. C'est que on demande à des aides à domicile, à des auxiliaires de vie, à des aides-soignants, de faire du travail d'infirmier. Donc, on leur rappelle tout un tas de règles déontologiques, des interdits. Mais malheureusement, les équipes nous disent oui, mais si je ne fais pas, c'est les urgences. Donc, qu'est-ce que je fais face à un manque de moyens? Donc c'est des gens qui se dédoublent, d'où fatigue, usure, burn-out. Donc on compense quelque part. C'est ça. On essaie de compenser autant que faire se peut. Mais j'ai envie de dire, désolé d'en venir à des considérations bassement matérielles, mais après c'est aussi une question de moyens. Les publics solvables, à la limite, on peut leur vendre plus, facturer plus cher et rajouter un ensemble de services et de produits. Mais les publics très démunis et qui n'ont vraiment pas de ressources, là c'est compliqué parce que pour le coup, on peut pas compenser le surcoût de l'organisation de ces interventions. Sébastien Ménard voulait intervenir. Une fois que vous avez dit ça, c'est-à-dire qu'il y a deux publics en fait. Il y a une population qui a les moyens, il y a une population qui n'a pas les moyens. Comment la puissance publique, parce que c'est pas le tiers-monde, on n'est pas en Europe de l'Est, on n'est pas en Union soviétique, on n'est pas encore en Chine. Non. Comment fait-on? Parce que vous parlez à un entrepreneur, je paye beaucoup d'impôts, j'ai des gens autour de moi que j'aime, qui vieillissent, qui sont en difficulté. Moi, j'ai peut-être des solutions, mais je pense à la voisine, je pense aux voisins, je pense aux cousins, je pense aux tontons, aux tatas, etc. Est-ce que c'est normal qu'en France, on ne soit pas en capacité, que la puissance publique ne soit pas en capacité d'aider tout à chacun? Oui, je suis parfaitement en phase. C'est-à-dire qu'avant d'être président de fédération, je suis entrepreneur dans le médico-social. Et ce qui est dommage, c'est que durant la période de crise sanitaire Covid, on a eu un allègement administratif, un allègement de la bureaucratie. On a laissé les acteurs de terrain, qu'ils soient publics ou privés, prendre les choses en main. Et finalement, ça a été compliqué, mais on a plutôt bien géré la crise. Et au lieu de ça, on est aujourd'hui en train de nous rajouter un empilement de normes. Nos équipes sont parfois en train de perdre le sens de leur métier. Mes équipes en agence passent aujourd'hui 2 fois plus de temps qu'il y a 5 ans à remplir des reportings, des tableurs Excel, de l'administratif. Je vois que c'est dans toutes les corporations, visiblement. Les médecins s'en plaignent beaucoup, d'ailleurs, de ville ou d'hôpital. C'est ce qu'a dit Jean-Louis Borloo. On est devenu un pays de contrôleurs et pas un pays d'entrepreneurs et de faiseurs et de solutionneurs. C'est ça, en fait. Et vous crevez de ça. C'est exactement ça. Et en fait, vous avez bien résumé les choses. C'est-à-dire que moi, en tant qu'entrepreneur, je joue mon patrimoine, ma trésorerie, mes engagements bancaires et personnels. Donc, j'équilibre mon modèle en diversifiant en fait mes publics, des publics aisés et puis des publics très démunis. Et donc sur certaines activités où je peux vendre plus cher, je marge un petit peu plus et je rentabilise mon activité, ce qui me permet d'investir sur une partie de mes activités où je suis à zéro profit. Mais j'ai pas envie demain d'aller vers un choix cornélien avec une double offre de services et puis finalement ceux qui ont moins les moyens, je vais progressivement les réduire à la portion congrue de mon activité. Parce que pour le coup, au lieu d'être à l'équilibre, je perds de l'argent. Parce qu'il y a aussi des sujets de délai de paiement des collectivités. Il y a en fait, on n'a pas de compensation de ce surcoût administratif qui s'ajoute. Donc c'est dommage. Enfin, moi, je ne veux pas en arriver là. Je veux vraiment que mon offre de service puisse être éligible au plus grand nombre. Luc Broussy, vous êtes président de Silver, de la France Silver Economy. Comment aujourd'hui on peut maintenir une qualité dans des contraintes financières aussi importantes? Comment c'est possible? D'abord, il faut quand même relativiser la question des moyens financiers. Ils ne cessent en réalité d'augmenter d'année en année. Ils n'augmentent pas assez. Ils n'augmentent pas assez, notamment
Suffisamment bien fléché? Oui, enfin, je veux dire, en tout cas, on a un système quand même qui fonctionne plus ou moins. Vous n'avez pas de personnes âgées qui sont dans des défauts de prise en charge totale. Dans notre système... Idodeline, hein, il a dodeliné de la tête. Dans notre système d'EHPAD, on a des filets de sécurité. Les gens qui n'ont pas de ressources font appel à l'aide sociale et peuvent trouver des établissements. Aujourd'hui, vous pouvez être pauvre, relativement d'ailleurs. Je rappelle quand même un constat, c'est que par rapport à 30 ou 40 ans, la pauvreté des plus âgés, c'est radicalement réduite. Bien sûr. Et vous le savez, les taux de pauvreté sont aujourd'hui bien plus importants entre 18 et 30 ans qu'après 75 ans. Je rappelle aussi que 75% des retraités sont propriétaires de leur logement. C'est pas neutre aujourd'hui quand on vit au quotidien. C'est une grosse charge pour un foyer. Oui, mais à un moment donné, pour répondre à notre ami entrepreneur, l'étant par ailleurs, moi aussi, on voit bien qu'il y a des réflexions, vous le voyez bien dans les débats politiques aujourd'hui, dans un pays où les actifs, comme je disais tout à l'heure, vont stagner et où les nombres de plus de 65 ans va exploser, on voit bien que toute la philosophie de notre financement de la protection sociale ou des actifs payés les inactifs, c'est en train de craquer. Et on voit à chaque fois d'ailleurs qu'à chaque fois, il y avait encore des dépêches aujourd'hui même, des dépêches aujourd'hui même sur le taux d'épargne des retraités qui ne cesse d'augmenter. Quand on augmente un retraité, il épargne. Donc il y a un moment donné, il faudra un financement intergénérationnel un tout petit peu plus équilibré et probablement faire plus appel qu'on ne le faisait jusqu'ici au patrimoine des retraités. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant. On est ensemble avec nos invités jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. Cécile de Minibus, Philippe David. En direct des salons services à la personne et de l'emploi à domicile et de Silver Economy Expo à la porte de Versailles. En tout cas, on apprend plein de choses ce soir avec Philippe David jusqu'à 20h. Thierry Daboville est avec nous, président de la DMR, avec autour de cette table aussi qui nous a qui est venu vers nous tout à l'heure, Nicolas Urtiger. J'arrive même plus à parler tellement j'ai de choses à se dire. Président de Synerpa Domicile. Et puis la petite nouvelle qui est arrivée, Charlotte Gropard-Wilson. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable recrutement WeCare, groupe connu notamment pour sa marque phare. O2, c'est ça? C'est ça. Absolument. Alors, on va parler métier, levier immédiat pour stabiliser en tout cas et réduire le turnover. Comment aujourd'hui, on en a parlé beaucoup tout à l'heure, entre ceux qui veulent changer de métier, ceux qui ne veulent pas venir, ceux qui, voilà. Comment finalement on crée de l'appétence sur ces métiers? Alors, je pense que le point commun entre toutes les personnes qui travaillent dans les métiers des SAP, c'est l'envie de prendre soin des autres, d'avoir un impact dans leur quotidien. C'est un engagement. C'est un engagement. D'accord. C'est la plupart du temps pour nos candidats une vraie volonté. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on transforme, c'est quelque chose qui est déjà présent chez eux. On a pas mal de profils en reconversion, des personnes qui viennent s'intéresser à nous parce que avec notre métier, les valeurs qu'on prône, etc., qui viennent s'intéresser à nous. Donc c'est, je pense, le point commun principal de tous nos candidats en fait. Charlotte Gropard-Wilson, est-ce que le salon Silver Economy, c'est un lieu de recrutement? C'est un lieu de recrutement comme tout lieu de rassemblement de personnes du même secteur. Après, dans le secteur du service à la personne et au sein du groupe WeCare, en fait, on recrute en permanence. On a un fil continu de recrutement pour continuer d'accompagner aussi nos clients et continuer d'accompagner les familles. Nicolas Urtiger, sur l'emploi, c'est très féminin en fait. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait à un moment donné motiver les hommes ou dans les reconversions à se dire qu'effectivement l'aide à la personne c'est une filière d'avenir et pérenne surtout? Oui, tout à fait. À plus de 95%, nos salariés intervenants à domicile sont des femmes, donc c'est des populations hyper féminisées. On essaie de travailler sur des sujets de parité, mais donc voilà, pour avoir un peu plus d'équilibre. À 95%, ça va prendre du temps d'atteindre la parité. Voilà, le challenge là-bas, le défi est himalayesque. Exactement, vous l'avez bien compris, tout le dilemme. Non, mais en revanche, on parle beaucoup de problèmes d'attractivité, effectivement, des métiers. Nous, notre groupe, on a reçu 80 000 CV à peu près l'an dernier. Ah oui. Parce que alors on fait feu de tout bois, on active tous les canaux de sourcing possibles et imaginables, online, offline. Simplement sur ces 80 000 CV reçus, à l'arrivée, on en a recruté que 2000.
Donc vous voyez l'écart et le décalage. Donc, mais comment on explique ça, par exemple c'est quoi? Ce sont des gens qui sont pas adaptés, c'est finalement déçus? C'est effectivement beaucoup de décalage entre les qualifications requises, tant en termes de savoir-faire que de savoir-être. D'accord. Et puis ce qu'on reçoit. Effectivement, alors nous on sensibilise énormément avant l'embauche sur les contraintes et les difficultés du métier. Mais donc il y a un vrai sujet de formation. Mon confrère Thierry Daboville en parlait tout à l'heure. On a des formations qui, je trouve, sont assez inadaptées. Peut-être parfois trop de théorique, pas assez de pratique, pas assez de mise en situation. Alors les acteurs de l'emploi, France Travail notamment, font beaucoup pour favoriser l'immersion, développent des techniques un peu innovantes de formation, de recrutement et de formation. Mais il y a encore ce décalage. On reçoit des CV, mais qui répondent pas à nos attentes en termes de qualification. Et pourtant, on développe à fond la VAE. Les pouvoirs publics ont vachement simplifié la démarche de VAE. Valorisation des acquis de l'expérience. Validation des acquis de l'expérience, effectivement. Pardonnez-moi, mais donc cette démarche de simplification, pour le coup, les pouvoirs publics ont simplifié la démarche en partant d'un constat d'échec et c'est très bien, ça sert les employeurs et les employés. Il y a un gros écart. Quels sont les profils recherchés en général dans ce type de métier, Charlotte Gropard-Wilson? Alors, nous, on va distinguer au sein du groupe Wicker 3 grands types de profils. Les profils du terrain, les intervenants à domicile, les métiers de l'encadrement qui vont travailler au niveau local dans les agences, et puis les profils du siège comme toute fonction support, et voilà, toute entreprise a un siège et des fonctions support après qui travaillent autour. Et en fonction de la typologie de profil, on va évidemment pas attendre le même niveau de qualification. On se rejoint sur le fait de dire que on n'a pas non plus de défaut d'attractivité. On a du mal à identifier les profils qui correspondent aux besoins et aux compétences du terrain. Et c'est pour ça que nous aussi, on a mis en place un organisme de formation en se disant, en fait, notre grille de lecture sur un certain nombre de postes, c'est l'envie d'avoir de l'impact au quotidien. Et puis nous, on vient colorer tout ça avec de la technicité, avec nos formations. Et puis il y a évidemment des postes qui nécessitent un diplôme, une formation, etc. Et ça, c'est important, il faut y faire extrêmement attention. Mais voilà, en fonction des types de postes, sur le terrain, en agence, sur le siège, on va avoir une granularité qui va être différente. Est-ce que c'est propice à la reconversion? Oui, tout à fait. Il faut combien de temps pour former quelqu'un aujourd'hui? Alors ça va encore une fois dépendre des métiers. Oui, c'est ça. Si on est sur un métier d'encadrant, si on est sur un métier d'intervenant, encore une fois, ça va être différent. Mais on a en interne, nous, un catalogue de formation par notre organisme de formation qui est travaillé, qui est spécialisé sur le secteur des SAP, donc qui est très favorable à ça en fait. Thierry Daboville, vous voulez réagir, président de l'ADMR? Juste pour prendre ce que nous faisons, nous avons mis en place des académies ADMR. Donc des académies, et sur 3 mois, avec un engagement, c'est qu'on forme la personne, qui peut être en reconversion ou autre, et à l'issue de ces 3 mois, elle a un emploi. Ça, c'est des choses que l'on fait et qu'on a mis en place et qu'on travaille notamment avec France Travail, pardon. Après... Je pense que il faut, nous on reçoit 50 000 CV aussi par an. 80 000 là, et je suis quand même très étonnée. C'est énorme. Ouais, je m'attendais pas. Et vous, combien? 800 000. 800 000 800 000. C'est elle qui a gagné. Désolé, messieurs. 800 000 Ouais, on a 800 000 candidatures. C'est quoi la typologie des CV que vous recevez? C'est quel âge, par exemple? La grosse majorité, l'immense majorité va être sur des postes d'intervenants parce que c'est ceux qui sont quantitativement les plus présents sur le terrain. C'est là où on a le plus de demandes, plus de besoins. Et après, la typologie de profil, c'est extrêmement varié. Alors nous, mais c'est jeune, c'est plutôt adulte? Les deux. En fait, on a, par exemple, sur de la garde d'enfants, on va avoir des mamies nounous. On va aller chercher des personnes qui sont plutôt en fin de carrière et qui cherchent une activité différente. On peut avoir des étudiants en complément de revenus. On peut avoir des gens pour qui c'est le job à 100%. Enfin, c'est assez diversifié finalement. Thierry Daboville voulait réagir. Non, je voulais dire que nous consacrons la question de la formation, elle est au cœur de nos problématiques. En ce qui nous concerne, on consacre à peu près 3% de la masse salariale à la formation. D'accord. L'obligation légale qui nous est faite, c'est 1%. Donc la formation, c'est quelque chose d'indispensable, à la fois quand on rentre dans le métier, mais aussi tout au long de l'emploi. Il faut que sans arrêt, parce que c'est des métiers techniques,
Alors bien évidemment, il faut l'empathie. On le disait tout à l'heure, il faut aimer les personnes. Si on n'aime pas les autres, on ne va pas sur ces métiers. Compliqué. Mais il y a aussi une technicité. Je redis, ce sont des vrais emplois, des vrais métiers, et il faut accompagner cette finalement professionnalisation et ce parcours de formation. J'ai 50 000 CV, c'est ça? Et 2000 embauches, c'est ça? Alors Thierry, c'est lui. Moi. Urtiget, c'est moi. Oui, mais non, mais oui, c'est ça. Parce qu'on avait il a un don d'ubiquité, vous aviez un taux d'entre les nombres de CV reçus et d'embauches qui était très faible. Oui, c'est-à-dire que sur 80 000 CV reçus, c'est ça. On n'a recruté que 2000. 2000, c'est ça. Et pour vous, sur 800 000, combien de recrutements? 800 000. On fait... se développe beaucoup. Sur une année, on va être à peu près à 11 000 recrutements effectifs sur un an à l'échelle du groupe global. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire quelque chose? On parle beaucoup de pénibilité aussi, sur les temps de trajet, par exemple, sur le fait que parfois, il faut soulever les gens, etc. Est-ce que là, on a trouvé des solutions pour modifier en tout cas ces parcours? Louis, je vous regarde. Alors, elle vous a à l'œil. Vous me regardez, je vois ça. Hein, attention. Je fais le petit doigt sur la couture du pantalon, je fais attention. Il a bien compris. Enfin, moi, selon moi, il n'y a pas une solution unique. Il n'y a pas de recette miracle. C'est un mix de prévention des risques professionnels, formation, sensibilisation des équipes, équipement de travail, aménagement du domicile et du lieu du cadre de travail. Ce qui n'est pas évident, c'est que le lieu de travail de nos salariés, c'est le domicile de nos bénéficiaires. Bien sûr. Et que c'est pas toujours évident de faire comprendre à certains bénéficiaires, voire à leur famille, que leur domicile est une zone de danger pour nos employés. C'est pas toujours simple. Il y a parfois de l'électroménager vétuste. Il y a parfois des aménagements vétustes. Certains aménagements peuvent aussi être coûteux. Alors il y a des aides. Donc il y a toute une sensibilisation. Et puis c'est pas évident de dire on a envie d'aider les gens. On fait ça pour se rendre utile. Mais là on va dire stop. On n'est pas en mesure ou en condition de pouvoir faire intervenir nos employés dans des conditions sécurisées. C'est pas simple. Et pour postuler chez vous, comment candidater? Alors, on a énormément d'offres qui vont être en ligne, soit sur le groupe WeCare qui va être... Alors oui, c'est OUI, pas WE en anglais. Oui, exactement. Oui, comme on approuve l'affirmation. Donc on va avoir énormément d'offres en ligne sur l'intégralité de nos marques. Et après, chaque marque va aussi avoir son site avec ses offres à pourvoir directement sur Internet et relayées sur nos différents job boards. Et pour candidater chez vous? De la même façon, c'est pareil, en ligne. Et puis des candidatures spontanées, le fait que ce maillage de territoire, 2600 associations locales, donc on est vraiment en proximité de la population et donc ils viennent dans l'association se proposer. Et vous, c'est pareil? Pareil, on n'échappe pas à la règle en ligne ou via l'émission locale, les équipes France Travail, et puis il y a tous les job boards et plateformes internet sur lesquelles on diffuse toutes nos offres d'emploi. En tout cas, ils sont très sympas, vous pouvez leur écrire. Ils seront ravis de vous accueillir, ils s'occuperont bien de vous comme ils s'occupent bien en tout cas de nos aînés. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous encore quelques instants ici au salon. Oui, on va recevoir une lauréate pour le On dit trouvé parce qu'il y a des lauréats ici et on va avoir avec nous Marilyn Elouassi. Et elle nous fait coucou. Ah oui, elle nous fait coucou. Allez, on revient dans un instant. Le trophée à la main. Les vraies voix Sud Radio. En direct des salons Service à la personne et de l'emploi à domicile et de Silver Economy Expo à la porte de Versailles. Les vraies voix Sud Radio. Cécile de Minibus, Philippe David. En direct des salons Service à la personne et de l'emploi à domicile et de Silver Economy Expo à la porte de Versailles. Et on est très heureux de terminer, en tout cas jusqu'à 20h ici. Ils ont coupé le chauffage? Ils ont coupé le chauffage il y a un petit moment, oui. Et c'est pour nous conserver. Absolument. Je savais pas comment vous le dire. Mais je dois vous dire que vous êtes très très bien conservé. Vous aussi. Ça resserre les graisses, je vous l'ai déjà dit. Allez, sur le bien vieillir. Voilà, c'est exactement. Et on va parler des lauréats des trophées nationaux de service à la personne dans la catégorie Handi Réponse, qui récompense des initiatives innovantes au service des personnes en situation de handicap. Et la lauréate Marilyn Elouassi est avec nous. Merci en tout cas d'être là ce soir à notre micro. Vous êtes lauréate pour ce Handi trophée. Alors comment d'abord qui détermine, est-ce qu'on se présente à ce trophée? Est-ce qu'on doit présenter des choses? Comment ça se passe? Effectivement, on doit répondre du coup à un projet.
Donc il y a un dossier de candidature, on était 15 cette année à candidater avec des thématiques transverses ou bien ciblées. Donc j'ai répondu à plusieurs thématiques. Moi j'ai été retenue dans la thématique du maintien à domicile des personnes en situation de handicap, donc travailleurs en situation de handicap. Donc on doit fournir des photos, mettre les impacts de nos actions, indiquer les impacts de nos actions sur le travailleur. Chiffré. D'accord. Ou ça peut être du qualitatif, mais là ça a été effectivement du chiffré et du quali. Donc il y a eu les deux en fait. C'est bien. Alors, votre projet, est-ce que vous pouvez nous le résumer pour obtenir le trophée? C'est qu'il est très bon. Oui, certainement. Alors, en toute humilité, parce que j'espère. J'avoue qu'on est venu me chercher, j'ai été surprise. J'avais pas l'impression de faire des choses extraordinaires, juste des choses qui me semblaient du bon sens pour accompagner mes salariés en situation de handicap. Et je m'occupe aussi au quotidien de personnes en situation de handicap vieillissantes, et âgées. Donc, l'idée, c'était d'avoir un projet assez transverse pour accompagner mes équipes en situation de handicap et à la fois les seniors et les personnes en situation de handicap. Donc, j'ai créé un appartement adapté où les aidants, les aidés et mes salariés peuvent découvrir des aménagements qui leur permettent de rester dans l'emploi ou de bien vieillir à domicile. Et j'ai également créé des ateliers donc nutrition, parce qu'en fait j'ai une salariée qui était en situation de diabète et qui ne se nourrissait pas correctement et qui faisait des malaises. Donc voilà. Donc grâce à la conférence des financeurs, j'ai été chercher des budgets, mais j'ai créé des ateliers de sport adaptés, de nutrition. Et j'ai adapté les plannings pour qu'ils prennent vraiment le temps de manger sur ce temps-là, où normalement ce temps-là est consacré à faire manger des seniors et pas à manger soi-même. Mais ça posait problématique sur un salarié diabétique. Est-ce qu'on est aidé dans ces moments-là, parce que ce sont des initiatives qui sont assez incroyables? Est-ce que le parcours justement pour arriver jusqu'à ce que le projet finalement devienne final, est-ce que ça a été long? Alors certaines phases du projet, des projets, parce qu'ils sont multiples, on est obligé de travailler sur différents axes. Certaines choses sont très simples à mettre en place, aménager des plannings, il suffit juste de parler à la coordinatrice planning. Voilà. Par contre, l'appartement adapté a été beaucoup plus lourd. On a dû travailler avec une architecte spécialisée avec les personnes à mobilité réduite pour adapter. On a dû sortir des financements qui étaient très très lourds. Il y a eu beaucoup de rebondissements et là effectivement ça a été chronophage et laborieux. Il fallait ça veut dire qu'il n'y a pas d'aide sur ces sujets-là? Non, c'est des choses qui sont très rares en fait. Donc effectivement, on a dû aller les prendre par la main, les impliquer dans notre projet et la résidence senior aussi, où a été créé l'appartement adapté aussi, les impliquer dedans. Donc voilà. Et donc ça a été plutôt long, laborieux. On a mis plus d'1 an et demi sur le projet. Par contre, les ateliers nutrition, on a répondu à un appel à projet qui a bien plu au niveau de notre département des Yvelines et là, ils nous ont rapidement suivis. Le handicap, c'était une priorité d'un candidat réélu qui s'appelait Jacques Chirac en 2002. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, le handicap, c'est devenu une priorité et que vraiment, les pouvoirs publics et un peu tout le monde met le paquet dans ce domaine? Oui, évidemment. Et puis si je vous regarde tous les deux, vous êtes en situation de handicap, ne serait-ce parce que vous partez des lunettes. Absolument. Voilà. J'en porte aussi, mais aujourd'hui je suis ma coquette. Moi c'est juste pour faire joli. Ah oui, non. Voilà, moi je les enlève justement pour faire ma coquette. Mais voilà, vous êtes en situation de handicap et on l'est tous. Oui, on l'est tous. Et c'est vrai que c'est très mal reconnu. Et puis des fois on a honte aussi de dire moi je les enlève pour faire ma coquette parce que aussi j'aime pas les porter. Et donc du coup faire reconnaître le handicap et se sentir en situation de handicap c'est compliqué. Mais effectivement c'est un vrai sujet. Aujourd'hui on a beaucoup de personnes qui ne veulent pas reconnaître ou qui ne savent pas que ça peut être reconnu et qu'on peut aménager des postes de travail ou son appartement pour rester dedans. Et donc c'est un vrai sujet et il faut qu'on soit accompagné là-dessus également par les pouvoirs publics. Est-ce que ça veut dire ce que vous avez mis en place, c'est ce modèle, en tout cas, il est multipliable dans d'autres entreprises? Est-ce que demain vous pourriez avoir une activité annexe pour aider les autres? Oui, c'est déjà ce qu'on fait. Et effectivement, j'aimerais que demain, en fait, le modèle d'appartement adapté puisse se déployer au national. Donc ça demande un peu de budget. Quand on nous dit adapté déjà, c'est quoi? Adapté, ça veut dire que je dégage des espaces de circulation pour éviter les chutes. Je mets par exemple des détecteurs de lumière. Je mets des rampes PMR. Exactement, et à bonne hauteur. Et un éclairage PMR. Exactement. Ça veut dire voilà. Et puis on a des pertes d'autonomie qui sont très graduées. Je vais pas tout de suite passer au lit médicalisé. Il faut pas faire peur, mais il y a des petites choses qui peuvent aider au quotidien. Je prends des tables qui sont pas trop lourdes, qui sont avec des coins ronds. Donc on a travaillé avec un designer et une architecte spécialisée là-dessus. Donc il y a quand même un
gros accompagnement. Et puis, vous faites peut-être 1m80. La barre d'appui, je vais pas la mettre à même hauteur qu'une personne qui en fait 1m60. Donc, même quand on pense PMR ou appartement adapté, il faut tenir compte de la personne qui va habiter l'environnement. Ça veut dire qu'il y a un cahier des charges très clair. Il y a un cahier des charges. Il faut individualiser les projets. Marilyn voit très clair, elle a dit vous mesurez 1m80, je fais 1m79. Donc vraiment... Je suis douée, hein. Et encore, vous allez rapetisser. On se tasse, il paraît, avec l'âge. Quels sont les prochaines... On n'attaque pas le physique, on a dit. Nous, oui. Non, dans un seul sens. Entre nous. Ok, il n'y a pas de souci. Quelles sont les prochaines étapes pour votre projet en tant que déploiement, financement, partenariat et tutti quanti? Le faire vivre, effectivement, on arrive en bout de course sur l'appel à projet de la conférence des financeurs. Donc effectivement, l'appartement, il prenait en charge les loyers. Donc là, ça va être un gros coût que je vais devoir supporter. Donc il va falloir le faire vivre, le faire connaître. Les prochaines étapes, c'est la création d'un autre appartement dans les 3 à 4 ans dans le sud des Yvelines. Voilà. Ah oui. Et un escape game aussi qui permet d'appréhender ces aides techniques sous un autre angle, de déstigmatiser le handicap. Et avec c'est marrant ça. Ouais, c'est très innovant. Comment ça fonctionne? Là, vous travaillez avec qui? Avec des... Je fais du teasing. Hein. Ah ouais, alors là, je travaille avec une équipe projet sur une tablette avec un jeu et des phases en fait de jeu qui nous permettent à travers un escape game dans l'appartement adapté, de découvrir des aides techniques et de façon très ludique et de pouvoir, c'est comprendre le handicap. Qui est destiné à qui en fait? À tout public. D'accord. Ça peut créer de l'empathie aux jeunes qui va découvrir ce que c'est qu'être en situation de handicap. On les équipe aussi avec un simulateur de vieillissement et après aller attraper une petite clé qui est tombée dans un fond d'un tiroir pour débloquer un coffre quand on a des lunettes avec une DMLA. Oui. Je peux vous assurer que c'est compliqué. Dégénérescence maculaire liée à l'âge. Exactement, on a bien fait ses devoirs. Et quand j'ai des gants qui simulent l'arthrose, du coup ça, on peut équiper en escape game, aller solutionner des énigmes là-dessus. Chapeau. Qu'est-ce qu'on a envie de montrer sur ce type d'activité, c'est-à-dire de générer de l'empathie peut-être? Il y a la sensibilisation au handicap. Il y a effectivement générer de l'empathie. Pourquoi mamie elle marche pas plus vite? Peut-être parce qu'elle n'y arrive pas. Parce que pourquoi c'est compliqué. Pensez aussi quand on refait son habitat. Je crée des contrastes quand j'achète des poignées, des interrupteurs, parce que quand on vieillit, on a des déficiences effectivement et on voit plus très bien. Donc voilà, c'est avoir ces bons réflexes le plus tôt possible pour être vraiment prévention primaire. Ouais, c'est l'anticipation en fait. Voilà, exactement. J'aurais pas dit mieux. C'est vraiment the place to be, ce salon Silver Economy? Oui. Je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de monde aujourd'hui, mais vraiment ça nous permet... Il y avait déjà beaucoup de monde, parce que pour se faufiler dans les allées, c'était pas évident. Ce matin. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup stagné sur certains stands. Ah, c'est ça. C'est ça. J'avoue aussi. Non, c'est vraiment the place to be parce qu'il y a pas mal d'acteurs très différents et on s'enrichit des pratiques des uns des autres. Qu'est-ce qu'on vient chercher ici? Est-ce qu'il y a des collaborations qui peuvent se nouer? Ah oui, tout à fait. Et puis là, on parlait par exemple d'une des adhérentes de notre fédération qui ont envie de monter un instant de répit. C'est un accueil de jour. Et des résidences aussi seniors. Donc il y a de beaux projets et que justement j'ai donné quelques petites astuces pour pouvoir voir ces projets se monter. L'avenir, c'est quoi? C'est quand vous réfléchissez à 10 ans, c'est de faire des petits peut-être sur d'autres régions ou... Prêcher la bonne parole, déstigmatiser le handicap à tous les niveaux, c'est-à-dire que les entreprises s'ouvrent vraiment à cela, qu'on n'ait pas honte de dire aussi je suis en situation de handicap, il y a des solutions, je peux encore faire ce que je veux, il faut juste adapter. Et dans 10 ans, c'est quand même compliqué parce qu'on arrive dans le mur au niveau de la démographie, donc ça va être très compliqué, donc c'est pour ça qu'il faut s'adapter vraiment aujourd'hui et mettre en place tout ce qu'il faut pour vieillir le plus longtemps possible et mieux. Mais c'est vrai que ça va être compliqué d'accompagner toutes ces populations avec tous les défis qui nous attendent. Des défis dont on a parlé, mais est-ce que vous auriez par hasard un message à faire passer aux intervenants de tout ce qui est handicap, Silver Economy? En parler, ne pas hésiter parce plus de tabou, faut en parler. Non, en parler parce que l'intervenant qui a fait un malaise au domicile était diabétique, il nous en avait pas parlé. Et il suffisait juste qu'elle en parle. Et puis, il n'y a pas de maladie honteuse, a fortiori le diabète. Exactement. Et quand on a parlé d'RQTH, elle m'a dit, mais oui, mais j'aurais pas de prêt à la banque si je fais une déclaration comme ça. Et je ne sais même pas si c'est un handicap. Donc, on l'a accompagnée à monter un dossier RQTH et on a aménagé le planning. Mais effectivement, si on n'en parle pas de tous ces handicaps invisibles, on peut pas, nous, adapter nos accompagnements. On peut pas adapter non plus nos contrats de travail et nos situations de travail. Merci en tout cas, Marilyn El Ouassi, lauréate
pour le Andy Trophée. Merci d'avoir C'était accepté. un plaisir. Bravo. Merci. Vous allez fêter ça notre dignement. invitation. Oh bah évidemment. Et en équipe et avec notre fédération. Et voilà, très bien. Et on vous laisse dans un instant avec. On Magali n'est pas dans Berda. la même, on vit pas dans la même France. Dans un instant avec Magali Berda. Oui. Bonsoir François-Louis Bourneau. Merci. Bonsoir les amis, bonsoir. Et puis merci surtout pour cet événement. Merci Cécile, merci Philippe, merci à nos vraies voix qui étaient donc en direct du salon Silver Economy Expo, porte de Versailles à Paris. Et tout de suite, donc on ne vit pas dans la même France avec Magali Berda. Au programme, match retour, Thomas Guénolé et versus Franck Tapiro, avec pour thème, peut-on parler d'apartheid en Israël? Beau programme et c'est tout de suite sur Sud Radio. On avait assisté au match aller. Quand on se souvient du match aller, on peut dire que le match retour risque d'être viril mais correct, comme on dit dans le rugby. En tout cas, merci beaucoup à Arthur, merci beaucoup à Maxime, merci beaucoup à François-Louis, et bien à vous, bien entendu, Antoine. Philippe David et Antoine. À vous aussi, bien sûr. Et on se retrouve demain à partir de 18h. Passez une très belle soirée. À demain 18h. Salut, à demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.